Bonjour mes petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Léonid Goncharov. Il est notamment connu pour avoir fondé l'Anti-Café, des espaces de coworking où tu payes à la journée, où tu consommes en illimité. Il est aussi très engagé dans le combat de l'Ukraine, où réside une partie de sa famille, et dans plusieurs projets entrepreneuriaux en parallèle. Après avoir terminé l'Anti-Café à cause d'une mauvaise association, Léonid repart de zéro sur un nouveau projet. Il nous raconte son aventure, les hauts, les bas, comment il est parti de rien, comment il a créé cette entreprise qui valait plusieurs millions, et comment il est retourné à zéro. Ses leçons, ses échecs, ses apprentissages. Épisode passionnant. Attendez-vous à apprendre la recette pour performer en préservant l'équilibre pro-perso, comment se relever d'un échec après avoir tout perdu, comment paralléliser les projets passion et pro, comment optimiser un espace de télétravail, quelles leçons tirer d'une mauvaise association et comment les éviter, comment il a trouvé la paix en allant à une retraite silencieuse de 10 jours par hasard, et évidemment, bien plus. Ça fait partie des épisodes où tu te dis que ça va être cool, mais en fait, qui est une petite merveille, une petite masterclass. Léonide est d'une gentillesse incroyable et la bienveillance incarnée. C'est une très très belle personne et je suis sûr que vous allez l'adorer. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Léonide. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as déjà tenté plusieurs diètes, paléo, jeûne, keto, mais rien ne t'a permis d'atteindre les résultats espérés. Tu ne veux pas avoir à choisir entre avoir une vie sociale et avoir un corps qui te plaît. Et tu dois sûrement penser que pour avoir le corps que tu veux, tu dois te priver, te frustrer, ou à l'inverse manger énormément. Eh ben c'est faux. C'est tout simplement que tu n'as pas le bon système. C'est exactement pour ça que, après des années à galérer, on a créé Système Diète. Système Diète t'accompagne dans la création d'un système personnalisé qui englobe ta nutrition, ton sommeil et tous les paramètres de ta vie pour maximiser les performances physiques et mentales. Pas de recette miracle, pas de régime rigide, on te propose un système personnalisé qui s'adapte à ta vie, tes ambitions, tes objectifs et tes contraintes. On définit ensemble tes objectifs, on crée le système idéal pour toi et on reste à tes côtés jusqu'à ce que tu atteignes tes résultats. On va t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ta gestion du temps et de l'énergie, ton équilibre mental, émotionnel et hormonal. Pour t'accompagner, je me suis entouré d'une coach diplômée d'État en qui j'ai une totale confiance et qui m'a déjà accompagné sur plusieurs de mes objectifs. Tu verras, elle est géniale. Pour faire du 100% sur mesure et personnalisé, on limite les places à 4 consultations gratuites par mois. Premier arrivé, premier servi. Je vous mets le lien en description de l'épisode. J'ai hâte de t'accompagner sur la meilleure et donc dernière diète de ta vie. Léonide, j'ai une première question pour toi. Tu as fait tes armes du coup pour la très renommée Anti-Café. Donc c'était un espace de coworking où évidemment on va en reparler. Euh, Tu dirais que c'est aujourd'hui ta plus belle réussite ou ton plus bel échec? Ah, non, je dirais ma plus belle réussite. Clairement, ça n'a pas passé à la fin comme je pensais du point de vue financier au niveau de la revente, parce que je me suis fait avoir et je n'ai pas été payé pour la revente. Mais l'objectif de la boîte a été de créer une communauté, de créer des liens entre les gens, d'aider des entrepreneurs à lancer leurs projets. Et ça, on a clairement réussi. On a eu plus d'un million de clients en 10 ans. Je pense qu'une grosse partie des entrepreneurs au monde de notre âge en France connaissent un petit café, ça leur a servi à un moment de leur vie. Et pas que les entrepreneurs, aussi bien les étudiants, les freelanceurs, et juste des citoyens. Donc, c'est clairement une réussite de ce point de vue. Et ce pourquoi la boîte a été créée, on a pas mal accompli. Et ça continue à exister. Ça continue à exister juste uniquement par nos franchisés aujourd'hui. Trop stylé, ok. Évidemment, on va en reparler. Bonjour à tous, mes petites beautés. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, du coup, pour un nouvel épisode avec Léonide. Je suis très content de te recevoir, Léonide. Pour la petite anecdote, moi, je t'ai découvert par un post LinkedIn, du coup, justement, qui parlait de ta revente et de toutes les complications un petit peu administratives. Et on va en parler, on va creuser sur ces sujets-là. Ce que je te propose, c'est de dérouler en 3 grandes parties. Première grande partie sur, justement, ton retour d'expérience sur cette partie-là. Deuxième partie, t'as pris pas mal de positions sur l'équilibre vie pro, vie perso, donc je pense que ça serait intéressant de creuser sur cette partie-là. Et puis après, on se gardera des petites surprises pour la fin si ça te va. On est parti? Allez, au plaisir, je suis à Et toi et ravi d'être là aujourd'hui. trop cool. Bah, vas-y, let's go alors. Déjà, juste peut-être pour les auditeurs qui ont le malheur de ne pas connaître Anti-Café, moi, est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots ce que ça comporte, ou en tout cas ce que c'était le principe de base et l'idée qui était derrière ça? En 2 mots, Anticafé était le premier réseau de café coworking
que j'ai créé en 2013 avec le principe de mélanger le café et le coworking, où les gens payent au temps passé, à l'heure ou à la journée, avec l'accès à volonté à tous les services dont tu aurais besoin pour travailler. Donc à la fois du café, des encas, mais aussi bien l'espace, l'équipement pour le travail, les salles de réunion, et ce qui a été le plus cher pour moi, la communauté, les gens, les échanges. Et ça a fini par être un réseau de 14 espaces dans 5 villes en France, aussi bien que à Rome, en Italie. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en 10 ans, on avait plus d'un million de personnes qui sont passées par un petit café. Ok, donc c'est assez ouf comme réussite, honnêtement. Félicitations. C'est Et d'ailleurs, gentil, pour la merci. petite anecdote, je crois que j'en avais parlé sur LinkedIn. Il y a un anti-café à Montréal. Tout à fait. Je crois qu'ils ont copié-collé le modèle. Honnêtement, ils ont bien fait. On a eu pas mal de copycats, on était les premiers à faire cela, Ok. au moins les premiers en Europe, et il y a pas mal de copycats, certains qui ont Hmm. fait moyennement, mais à Montréal, je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Ils ont déposé leur marque juste 2 semaines avant moi à Montréal. Ok. Donc, tous les deux, on a fini par avoir la marque Anti-Café exploitable au Canada. Ils ont Ok. pu garder la sienne. J'ai pas pu prohibiter parce que c'était un peu plus rapide, Mhm. mais j'ai l'impression qu'ils le font bien. C'est intéressant. Et du coup, je pense que là, il y a plein de... Évidemment, on va pas parler que de l'anti-café, si ça peut te rassurer. Parce que J'espère bien. je crois que t'en es sorti un petit peu aujourd'hui. Tout Et à fait. d'ailleurs, on va en parler, mais on va parler aussi de tous tes nouveaux projets. Mais du coup, ce qui est intéressant, je pense aussi pour les auditeurs, c'est de comprendre un peu, toi, les leçons que tu as pu en tirer, comprendre où t'en es, comment tu te reconstruis derrière cette aventure-là. Et voilà, quoi. Ça te va? Allez. Let's go. Déjà, je commence toujours les épisodes et les auditeurs sont maintenant familiers avec la question. C'est quoi pour toi, Léonide, la performance, si tu devais la définir? Laisse-moi réfléchir. Comment j'aurais défini la performance? Ce qui me vient en tête, c'est une approche je dirais, il y a deux manières de le regarder. Soit une manière d'atteindre tes objectifs malgré les moyens, soit c'est une approche héroïste. Et là, tout de suite, j'ai plutôt envie d'aller sur une approche plus héroïste, dans le sens d'être plus efficace et de la manière générale dans ta vie. Tu as dit tout à l'heure que j'ai pris des positions sur l'équilibre vie perso vie pro, même si c'est pas la Ouais. manière j'aime bien l'exprimer. Donc pour moi, la performance, j'aurais dit de la vie, serait d'être heureux et de faire ce que tu peux faire, mais sans te crever. Ok. Hyper Donc intéressant ça. je vois aujourd'hui la performance dans la durée. Euh, j'ai fait pas mal de bois, des projets qui étaient en mode sprint, et du coup qui est performance très rapide. On fait ce qu'on peut, on va aussi vite que possible. Et c'est incompatible presque avec la performance dans la durée, qui permet d'atteindre plus long- lentement, mais des choses plus importantes. Et donc aujourd'hui, je vois la performance plutôt dans la durée et plutôt en équilibre. Ok. Est-ce qu'il y a pas, et du coup je commence à creuser, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dois quand même sprinter, tu vois, dans le développement de projet? Ah, clairement, il y a des moments, mais justement, ça reste des moments. Ok. Un exemple que je peux donner où ça a été très clair une différence des projets et des moments, c'est l'association que je préside qui s'appelle Ensemble Ukraine, qui a été Ouais. née au début de la guerre pour soutenir le peuple ukrainien dans leur struggle, dans leur Hmm. résilience. Et les premiers 6 mois, c'était clairement un sprint. L'objectif a été d'apporter l'aide aussi rapidement possible là où c'est nécessaire parce qu'il y avait du feu partout. Hmm. Au bout de 6 mois, l'équipe a été assez crevée, fatiguée, parce que c'est pas le rythme qu'on peut soutenir à la durée. Et donc là, on a passé un mode marathon. On savait que malheureusement, la guerre n'allait pas s'arrêter vite. Malheureusement, elle est toujours pas arrêtée. Et du coup, on a réorganisé le fonctionnement, les projets, le focus, en sorte que pour qu'on puisse apporter cette aide aussi longtemps que ça soit nécessaire. Et aujourd'hui, là, en ce moment-ci, on a un mode marathon. Par contre, il y a parfois des urgences très prononcées, comme par exemple il y a un an, peut-être tu te souviens, les Russes ont explosé le barrage à Kherson. Et donc, c'était une urgence humanitaire où, de nouveau, pendant une dizaine de jours, il nous fallait acter un mode sprint. C'est trop bien qu'on parle de ça parce que c'était un des thèmes surprises que je voulais aborder justement. On aura l'occasion J'espère d'en que j'ai reparler pas gâché justement. ta surprise du coup. Non, t'inquiète, pas de problème. J'en ai plein dans ma hotte du Père Noël. Ce qui m'intéresse du coup, c'est de Est-ce que, comprendre ce que Vas-y, dis-moi. j'ajouterais, excuse-moi juste là-dessus, Ouais, c'est ouais, que carrément. beaucoup de startups, beaucoup de boîtes, je vois ça aujourd'hui avec un tout petit peu de recul, Ouais, ont tendance de fonctionner longtemps en mode sprint ouais. et
ça donne un burn-out de l'équipe, de la personne, ou juste du projet, ou le pire, on est borné, on ne voit pas où on va, et parfois on va dans la mauvaise direction. Ah, je suis d'accord. Enfin, pour faire un petit retour d'expérience là-dessus, c'est vrai que dans l'ancienne boîte où je bossais, on avait même le projet Phoenix de mémoire, qui était justement, en fait, on avait détecté que dans la boîte, il y avait beaucoup de cas de burn-out, de gens qui étaient crevés parce que ça faisait 3-4 ans qu'ils bossaient en mode sprint tout le temps en continu, avec des horaires très, très exigeants et si tu veux, des dynamiques de performance qui étaient extrêmement exacerbées. Et donc, à un moment donné, c'était compliqué. Et donc, on a déclenché un plan d'action hyper drastique en partenariat avec les RH pour dire à tout le monde, en fait, si tu dois aller t'entraîner à 10 heures, faire du sport à 10 heures parce que ça te fait du bien mentalement, c'est totalement OK. Une jour avec de la déconnexion. Enfin bref, il y avait pas mal de stratégies qui étaient mises en place, mais c'était assez ouf. Ça a porté ses fruits? Pas trop. Pas trop, malheureusement. Est-ce que ça a été trop tard ou pas les bons moyens? C'est une bonne question. Je pense que les deux, honnêtement. En fait, c'est toujours pareil. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Je fais un peu le parallèle avec quand tu roll out un outil, enfin quand tu mets en place un outil dans une organisation. Je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme, mais c'est ma spécialité. Quand tu mets en place un outil dans une organisation, le plus important et le plus compliqué, c'est pas de mettre en place l'outil, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne adhésion au sein de l'équipe. Et c'est exactement pareil. Je pense que tu vois, le projet en lui-même, il était sain, il était bon. Mais en fait, si tu t'assures pas que tes managers diffusent le même message et qu'en fait, ça soit bien intégré dans les équipes, que c'est OK d'aller t'entraîner à 10 heures, c'est compliqué, je pense. Bien sûr. C'est comme s'il n'existait pas dans ce cas. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, pas forcément hyper convaincu de ça. Mais je pense par contre que c'est nécessaire, effectivement. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, tu parles de la durabilité, et je suis assez convaincu de ça aussi. Mais tu vois, personnellement, j'ai du mal à me dire, à être convaincu de cette durabilité. Enfin, je veux dire, je mets en place plein de trucs, j'ai envie de faire, tu vois, je suis hyper fougueux dans mes projets, et j'ai du mal à me dire, pace, calm down, ça va le faire, t'as le temps. Tu vois, même sur le podcast, par exemple, j'ai envie de lancer plein de trucs, etc. J'ai envie de te poser la question. Crois-moi, ça me parle. Je vois bien ce que tu as en tête. Enfin, je vois bien l'état que tu décris. Ouais, c'est ça, tu sais, en mode hyper fougueux, t'as envie de, même, tu te rends même pas compte que t'as pas mangé, il est 14 heures et tu te dis, ah mince, j'ai oublié de manger, tu vois, des trucs comme ça. J'ai oublié de dîner hier. Ouais, ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça, exactement. Je plaisante, ouais. Exactement, bah tiens, c'est un peu cette dynamique-là de dire, waouh, je suis tellement absorbé par ce que je fais tous les jours, c'est tellement passionnant que tu en oublies presque ta vie. Moi, ma question, c'est, est-ce que tu penses que c'est des sprints qui s'enchaînent au fur et à mesure et du coup qui s'entendent sur comme la durée d'un marathon, ou est-ce que finalement tu dois intégrer dès le démarrage de la création de ta boîte que c'est un marathon et qu'il faut une part d'équilibre finalement? Clairement, aujourd'hui, je dirais le deuxième. D'accord. Et tu le ferais comment concrètement, tu vois? À chaud, je dirais pour deux raisons. Ouais. La première, c'est que sprint n'est pas tenable sur la durée. On pense qu'on est dur, qu'on est fort, qu'on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Et même quand on a de l'expérience, on pense que ça va passer. En réalité, ce n'est pas le cas. Mais surtout, c'est qu'il y a toujours des surprises. Les choses ne vont jamais comme prévu. Et du coup, si tu penses que quelque chose te prendra 10 heures, ça finit par être 15-20. Mais surtout quand sur ton projet, c'est pas 10 heures, c'est plusieurs projets, plusieurs inconnus, plusieurs tests. Tu laisses pas de l'espace pour les tester, pour l'inconnu, mais aussi pour les surprises, parfois pour les bonnes surprises. Et du coup, même si tu prends pour marathon, tu auras parfois les périodes de sprint, mais au moins, si tu as un peu de chance, tu auras la capacité et l'espace pour les absorber. Si tu es déjà en mode maximum, en mode sprint, et s'il y a quelque chose qui se passe, et la réalité des choses montre qu'il y a toujours des choses qui vont pas comme prévu, ça risque de se casser. Et donc, typiquement, tu vois, là, tu as remonté plusieurs entreprises. On pourra en reparler si tu veux avec grand plaisir. Parce que je trouve que c'est malin ce que tu es en train de lancer. Et, genre, je spoil pas pour les auditeurs, mais en gros, de ce que j'ai compris, pu entrevoir, c'est tu as pris un peu ce que tu avais appris de ta première expérience et tu l'as un peu twisté pour la développer. Enfin bref. Comment est-ce que tu as développé un nouveau process opérationnel, tu vois, où tu intègres justement plus de durabilité et plus de calme dans ton exécution ou pas? On a fait les choses beaucoup plus simplement. Ouais. Ça a un monde d'impact. Pour l'instant, c'est un monde d'impact, mais ça me prend 10 fois moins d'énergie. Ok. Ça a peut-être 3 fois moins d'impact, mais 10 fois moins d'énergie, beaucoup moins de risques.
beaucoup moins d'investissement dans la manière qu'on fait aujourd'hui Work and Go. Peut-être il faut que j'explique en 2 mots, parce Ouais, que complètement, je suis d'accord, merci. avec le contexte, ce serait plus simple. Work and Go, c'est toujours du coworking ultra flexible. Cette fois-ci, pas dans les grandes villes. Café, c'était Paris, Bordeaux, Lyon, Rome, Strasbourg. Aujourd'hui, on fait dans la deuxième, troisième couronne, mais surtout dans les villes, même plus ou moins au milieu de nulle part. On installe aujourd'hui des Work and Go sur les stations de recharge de voitures électriques sur les autoroutes pour une pause de 30 minutes. Ok. Et si avec un petit café, je prenais un bain nos locaux, je payais les investissements, c'était mes équipes qui opéraient, donc tous les risques étaient pour moi. Ça a ses avantages, bien évidemment, ça nous a permis de faire ce qu'on a fait, mais ça a aussi sa lourdeur. Aujourd'hui, Walk and Go, c'est un petit espace qu'on intègre au format shop and shop, on intègre dans les commerces existants. C'était un peu plus compliqué à lancer parce que j'ai dû convaincre nos partenaires que ça a l'intérêt, mais aujourd'hui, on a 5 espaces de verre, on ouvre un autre d'ici une semaine, on a une vingtaine d'espaces dans le pipe sur 2 ans à venir. Une fois qu'on a trouvé notre positionnement et le besoin, ça commence à lancer une traction. Donc, 2 différences par rapport à l'Inti-Café. Je dirais, il y en a plusieurs, mais structurellement, c'est plus simple. J'essaie de faire les choses simplement, ce qui n'était pas le cas avec Inti-Café. Ça me faisait pas peur de faire complexe. Okay. Sauf que ça ralentissait plus que je repensais. Et deuxième, c'est la patience. C'est avoir de la patience, laisser le temps aux choses à se faire. Et au lieu de pousser, laisser venir naturellement. Un exemple, là, on est dans B2B2C, donc il me faut convaincre nos partenaires. Il y avait des moments où on avait des échanges quasiment toutes les semaines, on poussait, on essayait de vendre, de convaincre, ouvrir les espaces ensemble, et ça n'avançait pas. À un moment donné, on a changé notre focus sur d'autres choses, sur d'autres partenaires. 6 mois plus tard, le premier partenaire revient en disant que, OK, on veut ouvrir avec vous ici, ici et ici. Ces 6 mois, on n'aurait pas fait des réunions, ça n'aurait rien changé. Ils avaient leur vitesse, qui n'était pas dépendante de notre effort de temps qu'on passait. Bien évidemment, si on était à 0, ça n'aurait pas abouti. Mais passer une réunion peut-être par trimestre versus une réunion par séance, ça ne changeait presque rien pour nous. Pour autant, ça prenait beaucoup plus d'énergie et de temps. Donc, cette patience et simplicité change beaucoup pour moi. C'est hyper intéressant. Ça me donne 2 idées. C'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est les gens, et j'adore cette citation, c'est les gens surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. C'est exactement ça. C'est complètement vrai. D'où l'intérêt d'avoir une roadmap un peu moyen-long terme, même si c'est que des hypothèses de ta vie, ce qu'elle sera dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Même si c'est une hypothèse, c'est pas grave en fait. L'idée, c'est d'avoir un peu une boussole un peu long terme. C'est intéressant. Et sur la patience. C'est un peu comme avec le BP. Quand on écrit le BP, on est 100% sûr que ce soit tout ce qu'on veut, sauf ce qu'on a écrit. Et pour autant, on est obligé de l'écrire parce que ça donne le boussole. Il y avait une phrase qu'un professeur m'a appris à l'époque qui disait « Les imprévus sont déjà prévus ». Ah, pas mal. Joli ça. Je la vole. Vas-y, j'y crois beaucoup. L'expérience me montre ça. Pour autant, on doit avoir le boussole. Mais on sait que la route sera différente de ce qu'on aurait pensé. Et c'est pas forcément un problème en soi. Ah non, c'est la réalité des choses. Ça peut plaire ou déplaire, mais c'est comme ça. Ouais, tu peux aimer ou pas qu'il ait la nuit chaque jour, mais il a la nuit après le jour, et tu veux pas, et ça vient. Ouais, complètement. Je trouve que c'est très malin ce que tu fais avec Work and Go parce que je trouve que ça s'ancre beaucoup dans les tendances, tu vois, de développement des énergies électriques, notamment, tu vois, les voitures électriques, il va falloir faire des pauses une demi-heure pour recharger ta batterie. Et donc, c'est le cas complètement, surtout pour les professionnels. T'imagines si toi tu vas en vacances, t'arrêter avec la famille 30 minutes, c'est pas grave, tu passeras du temps avec tes gosses. Par contre, si t'es professionnel, tu fais la même route 2 fois par semaine, et du coup 2 fois par semaine, tu dois passer ces 30 minutes, et parfois c'est même plus souvent que ça. Là, tu commences à vouloir optimiser ton temps, d'être efficace et ne pas perdre ce temps. Et là, le coworking devient très important et très utile. Carrément. Et du coup, alors aujourd'hui, je suis chez moi, mais en l'occurrence, en général, je travaille depuis WeWork. Et d'ailleurs, je serais intéressé de te poser certaines questions à ce sujet. Mais effectivement, ça fait une énorme différence en termes d'efficacité, productivité. Et je l'intègre clairement à mon système aujourd'hui. Je le traque même, tu vois, les jours où je vais à WeWork ou pas, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation très forte entre mon degré de productivité, de réalisation de ma to-do journalière, quoi. Dans quel sens? J'imagine que ce WeWork était plus productif que chez toi.
Ouais, clairement, à fond. En fait, il y a deux effets, je pense, qui sont liés. C'est un, déjà, non, trois effets, je pense. Un, je vois les gens qui travaillent autour de moi. Et donc, l'air de rien, ça me donne envie de bosser. Même si je me Mhm. rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont sur les canapés à pas faire grand-chose au jour de la journée, mais ça, c'est un autre sujet. Le deuxième point, c'est que c'est assez cher, l'air de rien. WeWork, je dois payer Mhm. 400 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, ça t'engage, en fait, quand tu payes, ça t'engage aussi, tu vois, à rentabiliser un petit peu, entre guillemets, cet abonnement. Bien Et sûr. puis, troisième point, je pense que c'est le fait de décorréler l'espace personnel d'un espace professionnel. Ça te met dans un mode où tu te dis, bon, bah, je suis là jusqu'à 17h, 18h, bref, à un moment Mhm. donné. Tu te dis, bon, bah, dans cette fenêtre-là, il faut que je bosse, quoi. Et je trouve que c'est cool aussi. J'ai beaucoup travaillé dans les 2, 3, Mhm. 4 dernières années. Et je me rends compte que c'est important aussi quand même d'avoir un espace propice au travail, tu vois. C'est Bien sûr. cloisonné. Je suis convaincu que il faut avoir des espaces qui correspondent au type de travail que tu fais. Si tu es Hmm. en réunion, il ne faut pas que ça soit calme, ça peut être bien dans un café ou dans les bureaux, peu importe. Par contre, s'il te Ouais. faut produire, s'il te faut te concentrer sur tes emails, Excel, vidéos, peu importe, là, il te faut un espace qui est calme où tu peux te concentrer, par exemple, le bureau. Ouais. Ah, et s'il te faut t'inspirer, trouver des idées, il vaut mieux sortir du cadre au quotidien, soit aller dans la nature ou échanger avec les autres. Hmm. Donc, je suis partisan des espaces de travail qui correspondent aux tâches et à tes besoins du moment de la journée. Ça existe, ça, tu vois, des espaces, par exemple, de coworking où tu te dis, bah, ça, c'est plutôt espace silencieux, ça, c'est plutôt espace de call, enfin, tu vois, à thématique. Clairement, oui, mais je suis pas sûr qu'il faut que ça soit sous le même toit. Ouais, ok. Ouais, complètement. Moi, je pense plutôt que tu peux faire certaines choses de chez toi, du coworking, Ouais, et pour les réunions ou pour la réflexion, même aller dans les espaces différents et que tu peux changer. ouais, carrément. Comme avoir ta chambre où t'as pas de PC, ni rien, ni d'appareil électronique parce que c'est Par fait que pour exemple, dormir, par exemple. Ouais, exact, c'est intéressant. exact. Ok. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de forcer le timing. Et tu vois, en commercial, c'est exactement ce que j'ai pu noter. C'est ce sujet du timing là. C'est très compliqué de le forcer et de mettre l'urgence sur les prospects. Parce qu'en fait, Mhm, c'est comme en psychologie finalement, tu vois, quand tu vas voir ta psy, moi en l'occurrence, tu vois, je consulte régulièrement. Et en fait, il y a mhm, des choses que je suis capable de dire aujourd'hui que j'aurais été absolument incapable de dire il y a 1 an, 2 mois, ou même 6 mois, tu vois. Et je mhm, pense que le fait de forcer ce timing-là, que ce soit en commercial ou dans d'autres domaines, c'est très compliqué. Tu vois, il y a un temps pour tout. Et tu vois, je prends toujours l'exemple de Booking.com où qui te dit il reste que 2 chambres de disponibles. Donc ça te met une sorte mhm, d'urgence, ça te donne envie de passer à l'action et de prendre cette chambre-là. Mais c'est quand même compliqué, tu vois, de mettre de l'urgence et de forcer les timings. Et globalement, il y a Nicolas Marché, mon ancien boss, il y a un petit moment qui me disait mhm, ça de Spendesk. Il me disait, quand j'avais rejoint Mojo, donc une des dernières boîtes dans laquelle j'ai bossé, il m'a dit, mais, parce que moi, tu vois, quand j'arrive dans une boîte, c'est toujours le côté un peu fougueux, ambitieux. J'ai envie de mettre en place plein de trucs, de tout restructurer, de tout casser, de tout reconstruire. Il m'a dit, mais Pierre-Emmanuel, t'inquiète, le marché va pas se retourner dans 6 mois, donc t'as le temps, en fait. mhm. Tout va bien. Si t'arrives à faire un truc super important en 6 mois, c'est déjà super cool. Et donc, c'est Et c'est toujours ce ça côté de ce qui est pacer, quoi. nouveau, j'ai l'impression. Moi, pour moi, c'est nouveau. J'ai l'impression que c'est pas une approche classique de Startup Nation, de Ouais. se donner ce temps, se donner l'espace pour que les choses se passent et pour que le marché, les clients soient prêts. Hmm. Carrément. Je suis d'accord avec ça. Et même le côté profitabilité, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment, qui n'était pas du tout Mhm, le cas il y a quelques années. Hein. Avant, on était en cash flow négatif, il n'y avait pas de problème. On devait burner le cash à fond. Et aujourd'hui, c'est beaucoup mhm. plus. Les boîtes doivent être construites pour gagner de l'argent. C'est étrange, hein, quand même. Et je trouve ça sain, honnêtement, parce que Bah ouais, c'est un, c'est un peu de la loi d'évolution, dans le sens que c'est les clair. meilleurs et les plus forts restent, ça a été toujours le cas. Mm, mm. Dans tous les cas, si t'étais pas rentable au bout de X années, 10 ans, on Ouais, t'aurait montré ça, Vivo qui en fait exemple, que en fine, ça manque de rentabilité, Uber d'ailleurs aussi, ouais. a fait qu'on a complètement changé de direction, juste c'était suffisamment grand pour ne pas tomber, Mm. mais ça leur est revenu, ça a coûté cher à leurs fondateurs. Donc aujourd'hui, avoir ça dès le début, qu'en fine, il faut devenir rentable, ça rend les boîtes et les projets plus simples, plus Ouais. focus, rentabilité, juste pour rentabilité, je suis pas trop fan, mais rentabilité
pour être efficace, pour être durable, pour pouvoir remplir ta mission dans la durée. Là, ça correspond du sens pour pouvoir payer tes Ouais, salaires dans la durée, pour pouvoir innover, pour pouvoir avoir de l'espace à l'erreur. Là, c'est ça. ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans notre toute première boîte, on allait d'un mois à l'autre, tu vois, c'était même pas d'une levée de fonds Mhm. à l'autre, c'était vraiment est-ce que un des fondateurs est capable de réinjecter de la trésorerie pour payer les salaires et franchement, je pense Mhm. pas que ça soit simple. Ça te fait, quand t'as cette urgence, cette pression, tu prends pas forcément les bonnes décisions, tu vois, et c'est ce que ça t'obscurcit, tu vas chercher l'argent alors que peut-être qu'il y a des Mhm. projets plus long terme. Enfin, ouais, je Parfois, suis d'accord. ça peut durer sur le sprint, ça peut bien Ouais, fonctionner sur des mois. Ça te met aussi de la pression, ça t'oblige d'être très focus, mais tu peux pas fonctionner comme ça pendant des années. je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y avait un point qui m'a fait rire quand j'ai regardé sur ton profil. Enfin, rire, pas vraiment rire finalement, tu vas voir. Euh, tu as fait un interview avec Caroline Mignot, qu'on embrasse d'ailleurs, où tu expliques que ta boîte, donc en l'occurrence, tu parlais d'Anticafé, je pense, à l'époque, Mhm. c'était ton bébé. Et pour la petite Mhm. info, pour la petite anecdote, on a un point commun, Léonide, c'est qu'on a manqué tous les deux une boîte et on a vendu tous les deux cette boîte-là Mhm. et on a eu tous les deux des problèmes. Enfin, moi, je l'ai Ah, cofondé avec deux autres mince. personnes. On a tous les deux eu des problèmes derrière, sur Aïe. l'administratif, on va dire, sur le paiement. Euh, Comment tu te sentais? Essaie, si tu peux nous projeter un petit peu sur comment tu te sentais mentalement après, tu vois, après cette annonce, après dans ce moment-là, tu vois, de trouble. Tu as fait un superbe post LinkedIn. D'ailleurs, les auditeurs, je vous recommande Mhm. d'aller le checker. Il a été très partagé. Il était super ce post. C'est Essaie gentil de de ta nous. part, merci. Est-ce que tu peux nous projeter un petit peu de comment tu te sentais mentalement avant de sortir de l'anticafé et quand on est sorti? Ah, on peut dire peut-être même trois phases. Ouais, Avant, après la sortie, quand j'ai compris que ça fonctionnait pas, d'accord. qu'on m'a menti. Hmm. Avant, j'ai été très fatigué parce que je sortais de la période de Covid. Avant le Covid, j'étais dans une grosse levée de fonds, avant les gilets jaunes, dans le ordre. Et du coup, j'ai passé 3, 4 ans mode étendre le feu et pas construire. Qu'entrepreneur, ce qui m'intéresse, c'est construire. Je suis entrepreneur et pas administrateur. Je suis pas un bon administrateur. Pour autant, Hmm. je l'étais pendant des années. Donc, j'étais fatigué, je me sentais bloqué, euh, stagné. Et j'étais assez content d'avoir du nouveau souffle. J'étais content qu'il avait un bon deal sur le papier, qu'on remettait pas mal d'argent dans la boîte, que on fusionnait avec une autre société qui rendait les deux plus robustes. Donc sur le papier, le projet était très bon et ça me rendait assez léger. J'étais content parce que encore une fois, je me sentais bloqué. Je détestais ça. J'avais une doute sur la personnalité de la personne qui a repris, qui mais j'ai pas écouté mon intuition. On peut y revenir plus tard. Ouais. Donc, il y avait une petite voix derrière qui me disait que sur le papier, c'est bien, ça risque de ne pas fonctionner comme prévu, mais je l'ignorais. Hmm. Juste après, euh, c'était un peu mixte. À la fois, c'était libération. OK, j'ai passé le bébé, j'ai moins de responsabilité, j'ai plus de temps libre. Mais à Ok. la fois, et ça a duré longtemps, c'était très bizarre, une sorte de nostalgie. Je pensais que ça allait durer quelques mois, ça a duré presque 2 ans, peut-être 1 an et demi. Ok. Je m'étais rendu il y a environ 6 mois dans nos derniers bureaux pour aller chercher quelques pièces à moi, quelques trophées que je vais pas récupérer. Ça m'a fait triste de voir, fait pas triste, très bizarre de voir d'autres gens qui Hmm. sont à avoir l'énergie, avoir le dynamique, l'équipe, mais qui n'est pas la mienne. En fait, c'était une autre société complètement. C'était plus lié à Ouais. l'Indy-Café. Voir qu'il a une belle dynamique qui n'est pas la mienne. Et là, c'était moi. Et là, je récupère des trophées de quelque chose qui n'allait pas bien. Tu, du coup, cette nostalgie, tu penses que c'était dû au fait que tu avais plus d'objectifs personnels, ou est-ce que c'était vraiment que tu regrettais cet engouement-là, tu vois? Ce que je note en interviewant des personnes qui ont fait des exits, pareil, c'est qu'en fait la phase post vente ou exit est très compliquée à gérer, honnêtement. Bizarrement, oui, surprenant. Euh, dans mon cas, c'est un peu particulier dans le sens que je vais créer une autre boîte tout de suite derrière. Mhm. Je travaillais déjà sur un projet encore d'une autre boîte. En plus, j'avais un simple Ukraine Ouais. à cause de la guerre, donc je ne me suis pas retrouvé dans le vide. Je n'étais pas dans le moment où, OK, je suis perdu, je sais pas quoi faire. J'ai pas vécu ça. Donc, c'était plutôt lié,
je pense au fait, c'était mixte à la fois de quelque chose que j'aimais qui n'était plus partie de ma vie et à la fois du fait d'être trahi par l'acheteur parce Ok. que, comme tu le sais, je n'ai pas été payé malgré tous les accords qui étaient très, très clairs, très noirs et blancs et que, surtout pour l'exécuteur, je vais l'expliquer en 2 mots, euh, j'avais accepté, avec tous les autres actionnaires sortants, on a accepté qu'on soit payé 12 mois plus tard, mais au prix fixe, dans les conditions fixes, sans conditions suspensives, juste parce qu'on allait ouvrir un nouveau gros site et on s'est dit que tout l'argent va être dédié à ce site. On a certains actionnaires, plusieurs actionnaires ont remis beaucoup de fonds pour cela, et le paiement devait intervenir 12 mois plus tard. Sauf que le repreneur, 9 mois après la reprise, a déposé le bilan de la société. Et l'argent qui était émis, d'une manière très étonnante, s'est disparu, sans explication. Euh, il s'est disparu de la manière que tous les autres actionnaires ont rejeté à remettre de l'argent parce que le repreneur il a demandé de réinvestir et il n'a pas pu expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout le monde s'absentait, ce que je comprends très bien. Mhm. Et il a déposé le bilan. Et donc ça, c'était très très bizarre. C'est le seul scénario que j'aurais pas pu prévoir qu'avec tous les moyens qu'il avait, j'aurais pu imaginer que ça n'avait pas comme prévu, comme tout le business et les surprises, mais 9 mois plus tard, qu'il n'y ait plus d'argent et que l'impôt soit déposé, ça, j'imagine, j'aurais même pas pu imaginer. Et du coup, ce qui a fait que, bien évidemment, 12 mois plus tard, personne n'était payé. Et je me suis senti trahi parce que je pense pas que ça a été problème business. Et ça, ce sentiment était très dur. Il l'est toujours, mais aujourd'hui, il est quasiment parti. D'ailleurs, le poste m'a beaucoup aidé. C'est très surprenant, mais d'accepter que, OK, je n'ai pas été payé. OK, j'ai été trahi. OK, nous étions mentis. OK, oui, en fait, c'est pas OK, mais c'est comme ça. Ce que j'avais construit pendant 10 ans a été détruit. Et probablement 99% de chances que je ne serai jamais payé. L'accepter m'a fait beaucoup de bien. Parce que pendant quelques temps, pendant un an, je me suis retrouvé peut-être 6 mois entre le moment où je devais être payé et le moment où je fais le poste. Je me trouvais dans une situation bizarre où je m'attendais de me retrouver dans une situation et ma réalité était complètement différente. Et cette tension entre les deux était très douloureuse. À l'intérieur, et c'est bien qu'à l'extérieur, parce que j'avais communiqué que c'est ça ce qui s'est passé, ce qui était la vérité, mais ce qui se passait derrière n'était pas comme prévu. Et du coup, je sentais certaines dissonances. Et le fait de le communiquer ouvertement, de dire, OK, ça n'a pas fonctionné, je me suis fait avoir, c'est un échec financièrement parlant, que je me retrouve dans une situation difficile, que je me suis retrouvé à rembourser les avocats, les banques, au C'est lieu fou. d'encaisser. Aussi bien que l'accepter à l'intérieur, m'a fait finalement beaucoup de bien. J'étais très surpris de cela. C'est fou. Ah, C'est très courageux d'avoir fait ça, je trouve, honnêtement. Et merci beaucoup. quand tu dis que ça, il y a 10 ans qui ont été détruits, Mhm. concrètement, alors financièrement, je comprends. J'imagine que tu avais quand même une rémunération mensuelle, même si elle devait pas être exceptionnelle Justement, du coup. il n'avait même pas payé cela après la reprise. Bien évidemment, Ok. pendant un petit café, j'en avais. J'avais fait un petit cash out 2 ans avant cela, donc j'avais un peu d'économie que justement j'ai dû utiliser pour les avocats et pour les banques, et Ok, même plus que d'accord. ça. Ok. Mais je me suis pas pris de salaire pendant un an et demi pendant le Covid, juste Ouais. pour ne pas mettre la pression sur la boîte. Je D'accord. devais être payé pour l'accompagnement, même ça n'était pas payé. Donc c'était Wow. Ouais. assez lourd. Ah, c'est compliqué. Du coup, comment on se sent à ce moment-là? Et d'ailleurs, surtout, comment on s'en sort en fait? Comment t'as fait en fait? Concrètement, est-ce que tu t'es fait accompagner? Hmm. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment ça se sent? Pour moi, c'est le principal sentiment, c'était la trahison et je me suis fait mentir. Enfin, on m'a menti Hmm. et je déteste ça. Je comprends que les choses peuvent aller sont pas prévues. Je comprends tout sauf trahir et mentir et ça a été Ouais. le cas. Et bon, c'est mon problème, c'est mon sentiment, mais Mhm. pour moi, c'était assez douloureux et après, ça a été lié, comme j'ai dit, au fait qu'un petit café soit quasiment détruit au moment où tous les anti-cafés succursales. Les franchisés, heureusement, fonctionnent Ouais. toujours. Donc, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, il y a toujours Ok. des anti-cafés, toujours Ah, ouverts avec ok, de bonnes d'accord. équipes. Et en plus, il y a quelqu'un, petite parenthèse, qui veut reprendre la marque, relancer le développement de l'anti-café. Donc, Ok. Trop bien. Inch'Allah, la marque, le concept, va fonctionner encore longtemps, mais avec plus d'espace qu'aujourd'hui. Trop bien. Comment personnellement je m'en suis sorti? J'ai pas eu d'accompagnement direct, mais j'ai eu la chance de rencontrer juste un an avant ça, je préfère le mot anglais ici, teachers, parce que
enseignants, Ok, professeurs, j'aime pas en français, ok, teachers, dans une retraite silencieuse. Je me suis retrouvé complètement par hasard, juste 2 mois, même pas un mois après le closing du deal de la ok. vente. Je devais partir au Tibet. Pour certaines raisons, ça s'est pas fait. Et je me suis retrouvé au conseil d'une bonne amie euh, qui m'a dit, tiens, cette retraite qui commence demain. Ok. Waouh. Normalement, on pourrait t'aurais dû faire ça, 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 ça. Et moi, j'avais fait dans toute ma vie peut-être 10 heures de yoga. Sauf que je méditais depuis une dizaine d'années, mais tout ce que Ok. yoga, cet aspect, je connaissais pas du tout. Incroyable. Mais heureusement, on m'a accepté dans cette retraite. Lendemain matin, j'étais parti au Portugal, donc pas du tout loin. Ok. Mais Ah, quand c'était, de même. certaine manière, life changing. Et du coup, là, j'ai trouvé 2 personnes qui ont partagé, c'est un couple, mais qui ont 60 ans. Donc, ils font ça Ok. toute leur vie. Incroyable. Une philosophie de vie beaucoup plus large que l'entrepreneuriat. C'est vraiment une philosophie de vie qui se base beaucoup sur Hmm. bouddhisme, sur hindouisme, sur certains, euh, sur Tao qui vient plutôt du Japon, un peu philosophie chinoise. Donc globalement, c'est un mix de philosophie, mais qui m'a Ok. fait beaucoup de bien, que je suis toujours beaucoup, et qui m'a permis de prendre beaucoup de euh, distance, de regarder sur les situations de plus loin et de ne pas m'attacher à ce que je pensais ou j'espérais avoir. Donc ça donne beaucoup de légèreté. C'est marrant parce que quand tu parles là, je me dis intérieurement que tu as une approche très stoïciste, tu vois, de la vie. Tu vois, t'arrives à te dire bon bah je contrôle pas ce que je contrôle pas et tu te concentres vraiment sur ce que tu contrôles et là ça résonne aussi pas mal. Tu Mhm. du coup c'était quoi? C'est un séminaire un peu vipassana, genre ça durait combien de temps? C'était vraiment totalement silencieux? C'était 10 jours, c'était pas Vipassana, mais ça, c'était proche de cela. La seule différence, c'était qu'on n'était pas tout le temps en méditation, mais on était aussi en méditation, mais D'accord. on faisait de la respiration, on faisait certains exercices énergétiques, et pour moi, c'était hyper bizarre. Ouais, Moi qui est toujours raisonné, très logique, faire une d'accord. exercice énergétique ou respiration, genre, ok, ce que Ok. c'est, pourquoi? Je posais des questions pour essayer de comprendre et c'était compliqué à comprendre. Mais juste, j'ai accepté les chiffres et c'était hyper intéressant. Donc, c'est ça la différence par rapport à Vipassana. Et on pouvait parfois avoir des échanges chaque jour euh, avec des teachers qui, eux, ils posaient des questions, ils partageaient quelque chose. Et toi, tu pouvais poser des questions aussi. Vipassana pour les auditeurs, de mémoire, c'est un séminaire entre guillemets de une méditation de 10 jours où on parle pas, on n'a même pas le droit d'écrire, il n'y a pas du tout de technologie évidemment, enfin vraiment c'est un silencieux total. Donc C'est il ça. paraît que c'est extrêmement dur et je voulais juste te demander, est-ce que c'était dur ces 10 jours? C'est assez drôle. J'en avais peur. Ouais, je J'avais comprends. peur de me retrouver en silence pendant 10 jours. Genre, comment ça? Moi, je parle pas. Je suis pas habitué. Et en final, c'était très agréable, très simple, très intéressant, au point que à la fin, quand ils ont dit au 9e jour que vous pouvez commencer de sortir de silence, et genre il a 2 tables, vous dînez cette table comme d'habitude, on ne parle pas, il a la deuxième, si vous voulez, on peut commencer à sortir de silence. Je me suis retrouvé, à ma propre surprise, à la table silencieuse. Waouh. Mais et du coup concrètement, est-ce que toi tu te parles à toi-même dans ces moments-là? Est-ce que, enfin, tu vois, tu manges avec des gens, mais du coup tu les regardes et tu parles pas? Enfin, Et c'est comment ça exactement se passe? ça. Et t'es assis à la table, tu passes le matin, le jour devant quelqu'un, tu dis pas bonjour, tu dis pas bon appétit, rien, rien, rien du tout. Ce qui est hyper intéressant, non pour moi, mais j'ai l'impression que c'était une expérience partagée, c'est que tu te parles de certaines manières dans ta tête. Tu as toujours une sorte de train des pensées qui ne s'arrête jamais. Sauf que on s'en rend pas compte. On le voit pas, ça devient juste une partie de nous et comme l'air, il a de l'air autour de nous, on le voit pas. Pareil, Hmm. nos pensées. Quand tu es en silence, quand tu rien d'autre à faire, quand tu rien à te distraire, tu commences à voir, ça m'a pris 3-4 jours, je pense que c'était au bout du 4e jour où je commence à voir, ah, waouh, j'ai tellement tout le temps des idées, des réflexions. Attends, je suis ici en nature, un endroit hyper inspirant pour moi, je suis en train d'apprendre et pour autant là, je me projette, qu'est-ce que je ferai à Paris à mon retour, comment je vais combiner la méditation avec la salle du sport, avec la boîte que je lançais, etc. Bon, je vois rien de qui se passe autour, je suis quelque part loin, je me crée des problèmes qui n'existent pas et peut-être qu'ils n'existeront jamais. Je suis en train d'être anxieux ou de réfléchir, de résoudre des problèmes encore une fois qui n'existent pas. Et, ah waouh, c'était bluffant. Donc
c'était très très fort pour moi grâce à la silence de voir mes propres réflexions, voir à quel point ils sont assourdissantes parfois, même si on les entend pas, et à quel point ça peut prendre de l'énergie et ça peut avoir l'impact sur nos vies. Et quand tu commences à les voir, ça change beaucoup. Quelles conséquences ça a eu aujourd'hui, ce séminaire-là, encore aujourd'hui sur ta vie? Je pense que je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. C'est plus simple pour moi de prendre du recul. C'est plus simple d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, ok, par exemple, je n'ai pas été payé, je me suis fait avoir. Le décès de changer quelque chose que je ne suis pas en capacité de changer, je l'ai accepté. J'ai su l'accepter, j'ai su construire d'autres voies derrière, ne pas perdre. Non, c'est faux. Perdre moins d'énergie que j'aurais perdu autrement sur cela. Aussi bien que la guerre, c'est en Ukraine, c'est un autre sujet qui aussi est assez, tu peux t'en douter, lourd. Aussi, savoir vivre avec, c'est permettre qu'il y ait des émotions, que ça peut être lourd, mais non pas perdre toute énergie là-dessus sur les situations difficiles. Ne pas les ignorer, ne pas perdre toute énergie là-dessus non plus. Ce que j'ai compris un peu, j'ai lu pas mal de stoïciens dernièrement. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que souvent on a un peu l'image de dire faut accepter, faut être passif, faut rien ressentir, etc. Et en fait, c'est pas vraiment ça de ce que je comprends. C'est plutôt, en fait, tu ressens des trucs et ça, c'est normal en fait. Oui. Tu peux être très agressif, tu peux être très en colère, etc. Mais c'est effectivement de se dire bon bah, je constate que je suis en colère, et j'accepte et je me focus sur ce que je peux contrôler, quoi. Mais en fait, ressentir les émotions, c'est normal et ça fait partie de nous, quoi. Absolument. Et tu peux pas les battre, tu peux essayer de les cacher, les ignorer, mais ils y sont, ils y seront, et ils vont revenir à un moment donné, ils seront dans un moment où tu t'entends pas. Tu t'entends pas cela. Justement, ce que j'essaie d'apprendre, selon moi, c'est moi. Et j'essaie d'apprendre cela. Je suis revenu à cette retraite l'année d'après, donc cet été, c'était pareil, hyper profond, hyper intéressant. Je suis ces teachers sont toujours en contact et ça a été un début de mon chemin pour moi. Les deux valeurs dont ils parlent beaucoup, donc c'est pas uniquement eux, c'est transmettre juste, c'est non-attachement. Donc, on te dit ne pas être attaché au résultat, et non-aversion. Donc, ne pas repousser ce qu'il y a. Je donne un exemple. Je peux revenir à Broken Go et ce contrat quand tu es en train de signer avec Total Energy. Je poussais, que ça soit signé ce mois-ci, et je t'ai dit, on a fini par tout faire, juste peut-être 6-9 mois plus tard. Attachment, c'est je me suis dit que ça sera ce mois, donc je pousse pour que ça soit ce mois. Et je pousse, je me donne toute l'énergie, je me casse parfois la tête, les pieds et les bras, je le fais plusieurs fois. Et ça marche pas ou ça a fini par marcher, mais tu as dépensé l'énergie folle là-dessus. Ouais. Ça, c'est attachement et du coup, les résultats, mauvais résultats, le douleur qui est lié au attachement. Quand tu permets que les choses n'aillent pas dans ton sens et la manière que tu les as prévues, tu es ouvert. Tu dis, je veux ça, j'ai mon business plan, j'ai mon plan, mais après, tu es ouvert à ce qui se passe et tu acceptes les choses telles qu'elles sont. T'as pas de douleur liée au fait que tu te casses la figure. Et le fait que les choses seront pas prévues c'est beaucoup moins douloureux. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer parce que c'est très, fin. Effectivement. C'est assez fin, mais moi, je vois totalement la différence, honnêtement. Et pareil, du coup, aversion, non-aversion, c'est que on a l'habitude, imagine que tu veux que ça soit jour et il fasse nuit, ou tu veux qu'il fasse chaud, et c'est l'hiver, et tu peux pas le changer. Mais comment tu dis aversion en français? Résistance? Disons résistance, c'est résistance à cela. L'aversion. Il fera. Aversion, oui. Je sais pas. Disons résistance. Tu auras froid, mais en plus d'avoir froid physiquement, si c'est l'hiver, dans ta tête, tu vas dire, putain, il fait froid, bon, je sais pas où je veux c'est horrible, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance au moment où il y a quelqu'un qui m'a envoyé ici. Et du coup, en plus d'avoir physiquement froid, tu te fais mal à l'intérieur. Exactement. Et ça fait souvent encore plus mal que le froid ou les situations d'elles-mêmes. C'est ça, exactement. J'ai fait un épisode il y a pas longtemps là, du coup, avec Maxime Frost, qui est spécialisé sur la cold exposure. Donc, il parlait de comment prendre des douches froides, etc. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que le pire truc qu'il faut faire
avant ta douche froide, c'est de dire, oh, ça va être horrible, je vais avoir hyper froid, etc., etc. Et effectivement, en fait, plus on se essaie au contraire. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qui me fait penser exactement la même chose. Sur une blessure, si tu te blesses, mettons, tu te fais une entorse ou quoi que ce soit, plus tu vas te dire, c'est rien, ça va vite passer, je vais vite guérir, et plus en fait, tu vas guérir effectivement vite, même si tu es conscient que c'est un effet placebo. Et c'est assez ouf de se dire ça, tu vois. Parce que, et Ouais. du coup, Oui, clairement. inversement, en disant, ah bah ça, c'est une entorse que je traîne depuis des années, ça va pas passer, c'est normal, j'ai ça depuis toujours, etc. C'est sûr que ça va rester. C'est ouf. Avec une petite, peut-être, précision de mon expérience, ne pas ignorer non plus. Oui, Ça m'est complètement. arrivé de dire que, ah non, c'est pas que c'est ne rien, c'est presque, il y a rien. Donc, je continue, par exemple, je me suis fait des entorses plusieurs fois sur les pieds. Et j'étais à l'époque dans l'équipe de foot et je continue à jouer. Ok, bon, le lendemain, ça devient encore plus grave. Ouais. Donc, et c'est pas le meilleur trouver plan. cet équilibre, ne pas dire que c'est mauvais, mais ne pas ignorer non plus. Exactement, ouais. Complètement. Il y avait, C'est tellement il y a- subtil. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est tellement subtil, ouais. subtil, mais C'est aussi fin. très fort, puissant même. Ouais, je suis d'accord. Il y avait deux points qui m'interloquaient. Le premier point, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'intuition. Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu disais, ou tu disais que tu avais l'intuition que cette personne-là était pas forcément... Enfin, en gros, tu avais deux facettes en disant, bon, j'ai envie d'avancer parce que j'en peux plus de la situation actuelle et j'ai envie de sortir de cette situation-là. Mais d'un autre côté, il y avait une petite voix en toi qui te disait, peut-être pas la meilleure solution. C'est sur le sujet de l'intuition, je veux bien que tu développes un peu. Ça, c'est aussi nouveau pour moi. En fait, c'est de nouveaux découvertes pour moi, l'intuition et le fait d'écouter son intuition. Ok. C'est bête, c'est illogique, et pour autant, aujourd'hui, j'en suis convaincu. On a tous, je crois qu'on a tous une intuition, parfois un peu plus forte, parfois un peu moins forte, mais c'est une partie de l'être humain. Par contre, dans le domaine, dans les écoles du business, dans notre société en général, dans les startups, on est souvent appris de raisonner. Et Carrément. tout essaie de mettre dans l'Excel. Et je dis pas qu'il faut uniquement procéder à l'intuition, mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'uniquement procéder à l'Excel et au raisonnement ne fonctionne pas non plus. J'ai appris, je me suis rendu compte très récemment avec ce recul ces 2 dernières années avec mes teachers aussi, que j'ai pris beaucoup c'est pas toutes les meilleures décisions de ma vie à l'intuition. Je me suis retrouvé à Paris complètement par hasard. C'était un coup de chance que je décide à un moment donné. J'avais 2 autres boîtes à l'époque en Ukraine. C'est un coup de chance que je décide, ah bon, bah, peut-être ce serait pas mal de faire école de business en France. Improbable. Au bout de quelques semaines, je passe des examens. Au bout de quelques mois, j'y vais. J'ai décidé de lancer un petit café de la même manière. C'était vraiment un hasard. C'était une décision prise en quelques semaines, sans aucune connaissance ni dans l'immobilier, sans parler français, sans avoir jamais fait un café de ma vie. Je veux dire dans un vrai machine à café. Incroyable. Et ça a hyper bien marché. Et beaucoup de décisions que j'ai prises de cette manière que je vois qui ont très bien porté. Par contre, je vois que les 5, plus ou moins, peut-être 7 dernières années de l'Anti-Café, quand je commençais à avoir des investisseurs, des investisseurs institutionnels, des VC, quand je commençais à avoir surtout beaucoup de responsabilités, beaucoup de salariés, des montants d'argent sur le compte qui étaient trop importants, enfin pas trop, mais très importants pour moi, comme les uniques, pas comme la société, j'ai commencé à devenir beaucoup plus raisonné et j'ai commencé à essayer de prendre toutes les décisions avec Excel. Ok. Et je vois que parfois, j'ai juste pas pris de décision, j'ai pris trop de temps à prendre des décisions que j'aurais pu prendre intuitivement, je savais que c'était les bons. Mais c'est bien que je sais qu'il y avait plusieurs fois, aujourd'hui je le vois, où j'ai pas écouté mon intuition. Et à la fois, ça aurait été des bonnes décisions que j'ai loupées. À la fois, par exemple, j'ai vendu la boîte et la personne que je sentais, ça n'allait pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, parce que sur le papier, tout était parfait, nickel. Et en fin, la raison du papier n'a pas fonctionné. Et tout le monde, y compris mes actionnaires qui étaient à 100% certains pour ce projet, se sont fait avoir. Et aujourd'hui, je cherche l'équilibre entre l'intuition et la raison. Et il y a un exemple que j'aime bien. Tu sais quelle est la différence entre leadership et management, ou leader et manager? On dit qu'imagine que tu es dans une forêt, et le manager, c'est celui-ci qui va organiser l'équipe, qui va dire, OK, toi, tu coupes l'arbre, toi, tu vas la décortiquer, toi, tu vas la retirer, tu organises toute la chaîne. Et le leader, c'est celui-ci qui va monter sur l'arbre le plus haut et dire que les gars, c'est pas ici où on va, mais c'est à 90 degrés à droite.
Ok. Et donc, l'intuition, ça fonctionne plutôt comme la boussole qui te dit, je sais pas pourquoi, mais je sens avec tous mes instincts qu'il faut aller ici. Ok. Et la raison, c'est ce manager qui va trouver, OK, voici le chemin, construisons, comment y arriver. Et c'est ça ce que j'essaie d'apprendre maintenant, ce mix des deux. C'est hyper intéressant. Je sais pas si tu as lu des ouvrages de Fanny Nussbaum que j'ai Non. interviewé dans Système. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que le plus haut niveau de performance, c'est notamment par l'intuition en fait il faut se reconnecter avec l'intuition parce que tu vois il y a différents en fait elle définit la performance comme un état Mhm. qui n'est pas qui n'a pas vocation pour à durer mais qui est déclenché uniquement parce que tu t'es reconnecté à ton intuition et parce que Mhm. c'est des gens qui sont intuitifs, les gens qui sont performants, et donc ça connecte exactement avec ce que tu dis justement. Et j'y crois aujourd'hui. Il y a quelques années, tu m'aurais dit la même Mais chose. pareil, J'aurais dit que tu étais fou. Ou si je t'entendais moi parler aujourd'hui, j'aurais pas cru. pareil. Et, et là, j'en Et suis convaincu. Et je suis hyper rationnel, pragmatique dans mes approches, un peu scientifique, tu vois, et Mhm. pourtant tu vois, je viens d'un passé littéraire, donc j'ai pas forcément d'appétence avec les sciences à l'origine. Mais tu vois, quand je construis des entreprises, quand j'essaie de rationaliser un peu les process, etc., j'ai une approche très data-driven et très rationnelle. Mhm. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a un sujet d'intuition qu'il faut savoir écouter, quoi. D'ailleurs, sinon, j'aurais jamais créé Ouais. le système non plus, hein, pour être honnête. Donc C'est ouais, fou, carrément. c'est vraiment fou. Mm, Et c'est mm. fou aussi que je trouve qu'on l'apprend pas. Moi, j'ai jamais Non, entendu parler de cela dans mon monde de start-up classique. pas du tout. Pas du tout, ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi, on a la nation du doute, la France, et on a une approche très cartésienne, très rationnelle, tu vois, très, Ouais, c'est vrai. tu vois, Et risk averse. aussi, ouais, très. Mais tu vois, quand on apprend en prépa à faire des dissertations, c'est le plan en 3 paras, avec les 3 sous-parties. Enfin, Mhm. tu vois, faut que ça soit bien beau, etc. Il y a un plaisir Ouais. de l'esthétique aussi dans le raisonnement, quoi. Mm. J'avoue que ici, mon expérience ukrainienne m'aide beaucoup. Ah ouais? J'ai passé mes 20 premières années de ma vie en Ukraine et c'était le pays encore en construction. On est parti du coup de l'Union soviétique Mhm. et la nouvelle Ukraine, le nouveau pays, était en train de construire. Et donc, ce qui faisait que tous ces systèmes hyper rigides que tu vois déjà en France, y Mhm. compris les systèmes de sécurité, n'étaient pas encore en place. Ils n'y sont plus à cause de la guerre ou le temps, mais ils n'étaient pas non plus quand je grandissais, qui faisait que tu avais beaucoup de liberté, beaucoup de champs pour t'exprimer, aussi bien du coup peu de sécurité, qui faisait que c'est à toi de te Mhm. débrouiller, d'imaginer. Et du Ok. coup, il y avait toujours le système, il y avait toujours des gens très intelligents qui permettaient de réfléchir, mais tu n'étais pas aussi cadré que tu l'es en En Europe France. ou aux US Ouais. et oui, en France aussi. C'est intéressant. Comment ça te sert aujourd'hui, du coup, dans ta vie, ta culture ukrainienne? Je pense que ça me permet de réfléchir hors cadre, de sortir du cadre. Moins qu'il a 10 ans, enfin même ça fait 14 ans que je suis en France, donc j'ai peur d'avoir un tout petit peu perdu cela. Et mon père, il Ok. est entrepreneur aussi, et parfois on parle avec lui, et je réfléchis, je partage quelque chose, et il me dit, mais pourquoi t'as pas fait comme ça? Et ce comme ça, parfois, il est très simple, euh, Hmm. très évident, juste pas une manière cortésienne ou la première qui vient en tête, pourtant évidente. Et plusieurs fois, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est simple, j'ai pas pensé. Donc j'ai peur d'avoir perdu un tout petit peu cela, mais j'espère que je fais un effort pour le garder quand même. Ce C'est, côté hors c'est- cadre. je suis d'accord. C'est très drôle aussi parce que, en fait, on se rend compte que, pour faire un petit parallèle, c'est le complexe, c'est pas forcément mieux que le simple. Non. Souvent, le dur est mieux que le facile. Mais le simple est souvent mieux. Et en fait, moi, Ouais, par le passé, j'ai toujours voulu complexifier ce que je disais, la manière de m'exprimer, parce que je pensais que ça faisait intelligent, tu vois. Alors qu'en ouais, fait, pas du tout. Au contraire, plus t'es simple dans ta manière de t'exprimer, plus t'arrives à bien communiquer, et transmettre les idées mhm, et construire les projets, en fait. Et je pense on devrait simplifier un peu tout ce qu'on dit. Et tu vois, c'est tout bête, mais aujourd'hui, clairement. on se dit que, tu sais, on réinvente le truc de il faut faire 10 000 pas par jour, etc. Bah, en fait, mon grand-père, il était dans les champs à 9 ans. Et donc, forcément, qu'il faisait ses 10 000 pas par jour, tu vois, mais il a même pas besoin de le calculer. Et en Bien fait, c'est sûr. du bon sens, simple de dire, bah, faut que je passe du temps dehors, faut que je dorme bien, faut que je me couche Ouais. toujours à la même heure, que je me lève toujours à la même heure. Tu vois, c'est simple, mais c'est Que tellement je mange sainement. efficace. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'anti-café parce que j'ai fait quand même, ça a fini ça a fini par être un peu complexe avec B2B, B2C, plus espace, Ouais. succursale, franchise.
Euh, et aujourd'hui, Work and Go, je fais le contraire, le plus simple, le plus direct possible. Et tu connais forcément la société Patagonia. Oui, bien sûr. J'ai oublié le nom malheureusement de l'entrepreneur qui l'a monté, mais j'adore son Hmm. histoire. Il a un livre magnifique là-dessus. Je Ok. le conseille à tous les entrepreneurs à le lire. Ah, je savais Et ce pas. qu'il il a commencé par construire des équipements pour l'escalade. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont les équipements que tu mets les pièces en métal dans la roche pour tenir. Ok. Je sais pas Et comment il ça s'appelle disait, non plus, mais. mais il disait justement que toutes les sociétés qui le faisaient essaient de le faire un peu fancy, complexe, avec beaucoup de détails. Lui, il faisait le contraire. Il faisait le plus simple possible. À chaque fois, il essayait de couper, d'enlever les pièces pour que ce soit robuste, pour que ce soit simple, pour que ça soit léger, parce qu'il faisait de l'escalade lui-même toute sa vie. Et ça a fini par être la base de Patagonia d'aujourd'hui. Ah, c'est hyper intéressant. J'adore les autobiographies, je vais la lire 100%. Et ça me fait penser aussi, tu vois, j'ai lu la dernière autobiographie de Elon Musk. Et en fait, Mhm, c'est exactement la même approche. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais mhm, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, lui-même va sur la chaîne de montage, il regarde le mhm, process et il pose les questions de est-ce que c'est utile ou pas? Et mhm. quand généralement on dit bah ça c'est machin qui a dit qu'il fallait faire comme ça, il va voir machin, bah ça je sais pas qui l'a dit, bon bah on le supprime. Et en fait, Ouais, ouais. par défaut, le mode, c'est supprimer. Ce qui n'a pas Mhm. raison d'exister, quoi. C'est intéressant. J'ai- je, Il a je- dit dans une interview, parce que moi, mais je trouve ça super intéressant, il a dit dans une interview euh, que la pire chose que les ingénieurs peuvent faire, et les personnes intelligentes en général, c'est optimiser quelque chose qui n'a pas de vocation d'exister. Hmm, c'est énorme, ça. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est tellement vrai. Alors, pour le coup, en startup, on fait exactement ça, tu vois, genre, Souvent, beaucoup trop clairement, souvent. totalement. Et en fait, tu passes tellement de temps à optimiser un truc, Mhm. enfin, tu sais, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Même une fois que tu utilises le process qui est censé être optimisé, en fait, ça sert à rien, tu vois. Donc, Ouais. c'est non seulement sur la création et après sur le run, t'as tout perdu, quoi. Ok. Je me demandais, est-ce que tu as eu des moments d'épiphanie dans l'anti-café où tu t'es rendu compte en fait qu'il fallait voir le truc différemment. Je te donne un exemple pour que ça soit peut-être plus concret. Mhm. Dans le film, tu sais, sur le fondateur de McDonald's qui s'appelle The Founder d'ailleurs. Mhm, En mhm. fait, à un moment donné, tu vois, il a une épiphanie dans sa tête. Il se dit, en fait, mon business, c'est pas de vendre des burgers, c'est un business d'immobilier. Est-ce que tu as eu des Mhm. moments comme ça, toi, où tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est comme ça. Je m'en souviens pas maintenant. Par contre, Ok. j'ai eu d'autres moments assez drôles. Je me souviens quand j'avais l'impression d'avoir bien réussi, d'être le roi du monde presque, et surtout quand je Mhm. faisais des grosses levées. Et je Ouais. me souviens bien, la première fois, c'était waouh, yes, cool, c'est bien, on va maintenant tout faire ce que je veux. Après, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ouais, non, plutôt quelques jours, ça part. Et après, t'as de nouveau des problèmes. Et de nouveau, les choses Mhm. ne sont pas comme prévu. La première fois, j'étais surpris, genre. Et là, je me sentais sur le haut de la montagne, le haut du monde. Et là, aujourd'hui, je suis plus. Et encore quelques semaines plus tard, quelques mois, t'es de nouveau parfois dans la merde. Et c'est de gérer. J'étais surpris. Après, ça m'est arrivé encore une fois. Je me sens réussi très haut. Et après, de nouveau, la merde. Donc j'ai eu plutôt ça, des montagnes russes. Et j'ai eu Ok. plusieurs fois, aussi bien que les périodes basses. Ah putain, je peux plus, c'est impossible, ça peut pas durer comme ça. Et après, Ça tu va fais, pas. ok, exact, et ça repasse, ça passe, la mer se termine, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc j'ai eu ça beaucoup, et ces pics, ces moments de basse et hausse, oui, haute et basse. Mhm. Et comme je le savais que ce sont des moments que ça va passer, ça me permettait à la fois de mieux profiter des moments hauts. Je disais, ok, c'est court, mais profitons-en aujourd'hui, de ce soir. Ce soir, je me sens hyper bien. Profitons-en. Et des points Ok. basses, je sais aussi, ça va pas durer toute la vie. Ouais. Donc, c'est pas grave. Je rétrécis mes manches, je fais ce qui est nécessaire, je passe par un petit sprint, mais Ouais. ça va se terminer. C'est hyper important. Moi, c'est pareil, c'est une réalisation que j'ai eue il y a pas longtemps, justement, ce côté de ça va passer, quoi. Tu vois, il y a des Mhm. moments, tu vois, genre, j'ai fait une dépression il y a un an et demi maintenant, Mhm. diagnostiqué médicalement, etc. Wow. Et c'est vrai que le gros learning, entre guillemets, que je fais de cette phase-là, c'est, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. Tu vois, la semaine dernière, il y avait un jour où ça allait pas du tout. Souvent, c'est corrélé avec le manque de sommeil, d'ailleurs. Et en fait, Bien ce sûr. jour-là, je me suis dit, OK, donc là, en fait, je constate que ça va pas. Bon, bah, ça va Mhm. passer. Et je Exact. reste, c'est une sorte d'acte de foi, tu vois, tu te dis, fondamentalement, je suis convaincu que ça va passer, et donc c'est ok. Mhm. Mais cette journée, elle La est nulle, foi quoi. joue beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais c'est un peu comme ce que je disais avec le froid. Oui, il fait froid. Oui, il est nul. Mais au moins, Ouais, tu construis pas des histoires là-dessus. Tu t'enfonces pas encore plus avec ton mental. Oui, c'est ouais. compliqué. Oui, c'est nul. Oui, t'es fatigué. Oui, tu te sens peut-être comme la merde. Mm, mm. Mais
tu le rends pas plus dur. Et lendemain, c'est parti, c'est passé. Ouais, exactement. C'est hyper courageux de ta part de le partager. Je pense que c'est important. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de retours hyper positifs suite à mon post quand j'ai partagé mes difficultés. Et je vois que pour les gens, c'est important de savoir aussi que les autres ont des difficultés aussi. On n'est pas seul. Tout le monde a des difficultés, mais on pense, mais vu qu'on ne le communique pas, on pense que souvent qu'on est le seul d'être Complètement. Ouais. Et en fait, moi, mes sujets, c'est de la performance. Et je pense qu'en fait, ça, c'est totalement inhérent à la performance, tu vois, Bien sûr. la santé mentale. Et notamment, en fait, je suis assez persuadé que dernièrement, il y a des sujets, notamment sur la santé mentale masculine, qui est créée par différents problématiques, tu vois, de l'homme doit être fort, tu vois, viril, violent, être le provider, etc. Et tu vois, il y a plein de choses qu'on créé ça aussi parce que l'homme aujourd'hui a une place dans la société qui est compliquée et qui a du mal à se positionner. Tu vois. C'est ça, tu vois. On a pas mal déconstruit ce que c'était. Donc maintenant, il faut le reconstruire et savoir c'est quoi le modèle en fait, c'est quoi être un homme aujourd'hui. Enfin bref, ça touche à plein de choses et donc je trouve que ces sujets-là sont psychologiquement très intéressants, tu vois. Ils vont être très intéressants. Mais effectivement, je pense que ça passe par si tu veux parler de performance, il faut absolument être authentique et être capable de parler de ça parce que sinon tu peux pas en fait être performant sans intégrer ce truc-là parce que c'est l'autre côté de la pièce en fait. Complètement, oui. Et c'est vrai aussi ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux hommes. Je pense que ça s'applique aux femmes aussi. Ouais. Je vois ça avec mes amis femmes que ils continuent à se chercher aussi. C'est l'équilibre du global de la société qui est en train de bouger et que les deux continuent à chercher le bon équilibre. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça, ouais, complètement. Toi, tu as 3 projets du coup principaux aujourd'hui de mémoire dans ta vie. Comment tu fais ça ressemble à quoi ton emploi du temps? Comment tu fais pour tout faire? Parce que ça semble titanesque. Et parce que je te pose cette question dans une perspective où tu es pro, vie perso. Enfin, tu vois, tu as essayé de bien séparer. En tout cas, c'est ce que tu t'expliques. Et donc, j'ai 2 questions. C'est 1, comment tu fais et comment t'es organisé concrètement? Et 2, est-ce que c'est pas un fantasme finalement cet équilibre vie pro, vie perso? Je vais commencer par la deuxième. Je me suis pas mal exprimé si je donne l'impression que j'essaie de séparer parce que justement, je déteste cet équilibre entre les deux parce que ça crée la séparation. Et je crois pas qu'il y en a une. On a une seule vie, on a 24 heures par jour, c'est les 24 heures de notre vie avec 60 minutes chaque fois que l'on utilise d'une manière qui nous rend ou pas heureux, qui nous rend ou pas accompli, qui a du sens ou pas, peu importe si c'est pour les raisons de ce qu'on appelle pro ou perso. Quand je dis juste que je cherche l'équilibre entre les deux, c'est dans le sens que quand je fais le travail, quand je travaille, je veux que ça sert à mes objectifs personnels. Et mes objectifs personnels, c'est être épanoui, c'est être heureux aussi. Si pour moi c'est important dans ce moment de ma vie de passer du temps avec mes proches, avec ma famille, ça veut dire que mon travail doit y contribuer aussi et que ça veut dire que je me permettrai de prendre des choix au travail qui peuvent être contraignants à la première vue au travail, mais qui contribuent à ma vie en général. Et souvent, je vois que, en final, ça finit par contribuer au travail aussi parce que je suis en meilleure forme, parce que je suis plus heureux, donc je finis, ou parce que j'ai l'espace pour avoir des surprises et parfois il y a des opportunités qui viennent des endroits absolument inattendus. Donc, quand je dis cela, je sépare absolument pas. Je suis 100% d'accord avec toi quand tu dis que cet équilibre, cette séparation, c'est impossible. Ce dont je suis convaincu que il faut garder ses objectifs, ce qui est important pour toi en devant, l'avoir toujours en tête. Et quand tu construis ton plan professionnel, ne pas oublier tes priorités personnelles. Il y a quelqu'un qui, je dis, peut-être que je mentor ou juste quelqu'un avec qui j'échange, un entrepreneur d'ailleurs qui a fait plein de choses hyper sympas. Et je lui ai proposé un exercice que quelqu'un m'a appris il y a une dizaine d'années qui s'appelle un mythe personnel. L'exercice consiste à imaginer ta vie d'ici 5 ans d'une manière que tu as déjà réussi, tu es déjà heureux, et d'écrire les aspects de ta vie qui te sont importants. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être le sport, ça peut être le temps avec ta famille ou le temps pour toi, mais peu importe. D'abord, lister ce qui est important pour toi et ensuite, comment tu le vois. Et quand tu vois ça, quand tu sais, OK, c'est ça en réalité ce qui me rend heureux, tu construis, du coup là, un peu avec raisonnement, un peu avec aussi l'intuition, ton travail, ta vie professionnelle qui amène l'ensemble de ta vie en état, j'espère, heureux. Ok. Ça, c'est malin, ça.
Je vais essayer de faire l'exercice, je pense. J'ai envie, je l'ai fait déjà, je pense 3 ou 4 fois dans ma vie, je l'ai fait chaque quelques années. Et je Mhm. relis du coup les anciens, ça évolue un Ouais, peu, il y a parfois de nouveaux aspects qui s'ajoutent, il y a d'autres qui sautent. Je dis, ah oui, ok, là, ce n'est plus important pour moi, ce qui était important il y a quelques années. ok. Il y a des choses qui restent, j'imagine. La plupart, pour moi, oui. Ouais, ok. Et Et comment sont il n'y a pas organisées de bonne ou tes... mauvaise réponse, c'est juste la conscience, conscientiser ce qui est important pour toi, ce qui compte. Bien sûr. Comment elles sont Comment organisées ça tes semaines, du coup? Tes journées, Il n'y a pas peut-être? vraiment d'organisation pour être vrai, dans le sens que j'ai essayé d'organiser que tel jour je dois un tel projet, vendredi ensemble écran, jeudi Walk and Go, peu importe. Ça n'a pas tenu longtemps, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc aujourd'hui, j'ai pas une vraie organisation, c'est vraiment un flow Hmm. quasiment tous les jours. Les urgences? J'ai Non, justement, j'arrive à pas être pris par les urgences, mais plutôt par des projets moyen long terme, D'accord. parce qu'il est important plus parce qu'il est urgent. Moi, aujourd'hui, en ce moment, j'ai la chance de pouvoir donner un peu plus de temps important qu'urgent. Dans mon cadre, mais c'est juste ma personnalité, je suis suffisamment organisé pour ne pas être obligé d'avoir un cadre. J'ai des moments, disons, clés dans la journée, comme chaque vendredi matin, on a le bureau, donc c'est un sort de codir d'ensemble Ukraine. Ok. Et bien évidemment, chaque 9 heures, vendredi, depuis 2 ans, j'y suis. Peu importe où je suis, parfois j'étais en Asie, donc c'était après-midi, parfois c'est très 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 tôt le matin. Ok. Donc il y a des éléments comme ça qui sont importants, des accroches. Pour Mhm. le reste, je sais ce qui est important aussi. Chaque matin, je ferai une méditation, je fais chaque matin une petite pratique. Si j'ai peu de temps, ça peut être 10 minutes. Si j'ai du temps, c'est 1h30. J'essaie de me promener un peu dans la nature. Si j'ai du temps le matin, le soir, j'essaie de terminer pas plus tard que 20 heures. Mhm. Parfois, c'est 19, parfois, c'est 23 heures, mais c'est une exception, c'est pas en règle. Donc, Ok. j'ai une hygiène, j'ai le cadre. Je mange toujours 3 fois, parfois 4 fois par jour. Je mange plutôt dans les mêmes horaires. Mhm. J'essaie de me coucher à la même heure. J'ai mon réveil qui est toujours depuis des années à la même heure. Et c'est l'hygiène de vie, donc c'est le cadre global. Dans Ouais. ce cadre, la journée du travail, en fin est très flexible. Ok. Justement, c'était une de mes questions pour finir. C'est quoi ton système non négociable aujourd'hui? Donc là, tu nous as donné déjà des éléments, mais est-ce qu'il y a des choses à compléter? Je pense pas, c'est me reposer, bien manger, Mhm. bizarrement. Mhm. Il est important pour moi de passer du temps avec mes proches, avec la famille, avec des amis, Ouais, pas d'accord. forcément tous les jours, mais régulièrement. C'est aussi simple que ça, je pense. Ok. Je dis beaucoup non aussi dernièrement. Je dis beaucoup Ok. plus non pour garder l'espace à ce que je veux, que essayer de dire oui et du coup me retrouver avec un agenda bouclé sur 3 mois à venir sans Ouais. aucune marge de flexibilité. Ouais, je comprends. C'est Mais pareil, important. c'est pas en règle, c'est subtil, c'est l'équilibre que je cherche. Exactement. Ok. J'ai une dernière question et puis après, on va pouvoir passer aux dernières questions. Euh, Donc ta dernière question avant la dernière question. exactement, c'est ça. Voilà. Ok. Euh, Ça fait quoi du coup? Donc de ce que je comprends, t'as toujours ta famille qui est du côté de l'Ukraine. Comment tu te sens Exact. toi mentalement? Ça fait quoi, tu vois, d'avoir cette, enfin, tu vois, avec la situation géopolitique actuelle, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? C'est une pression constante qui est toujours là, c'est une inquiétude constante. Pendant longtemps, c'est un tout petit peu moins le cas aujourd'hui parce que c'est un tout petit peu stabilisé, mais chaque matin, je me réveillais, je vérifiais est-ce qu'il y avait des missiles qui étaient tombés à Odessa, est-ce que mes parents sont toujours en vie. Hmm. Parce que je me souviens, quand la guerre s'est commencée, c'était ma copine de l'époque qui m'a réveillé à 6 heures du matin disant que ta ville est bombardée. Ah oui. Et je me souviens que j'ai pris 3 minutes pour me réveiller vraiment, et après j'ai appelé mes parents pour savoir est-ce que je peux toujours leur parler. Ok. Donc, ce stress aujourd'hui, il est moins prononcé parce que c'est devenu presque une habitude, mais il est toujours Ouais. présent, il est toujours là à chaque instant. Ok. Juste moins visible, moins visible. Ok. On espère que ça va s'améliorer dans les jours, semaines qui viennent évidemment quoi. Et On l'espère tous. Tu sais, je dis à l'équipe d'Ensemble Écran, c'est que justement ça, on espère que ça se termine demain, on se prépare que ça dure des années. ok. Ok, au moins on sait à quoi nous en tenir. Ouais. C'est. En fait, je pense que ces sujets-là, tu vois, c'est un peu comme même l'écologie. On a du mal
à le matérialiser, à le sentir, parce que c'est loin de nous, même si c'est proche, paradoxalement. En fait, on a des images, tu vois, à Ouais. la télé, mais en fait, comme c'est pas dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, on se rend Mhm. pas forcément compte, tu vois, et l'impact, tu vois, des choix écologiques qu'on fait aujourd'hui, ils auront un impact réel dans 10, 15, 20 ans, peut-être, ou même un peu moins. Ouais. Et en fait, Ouais. c'est difficile aujourd'hui de prendre des actions ou de se rendre compte de l'importance que ça a au jour le jour, je trouve. Et donc, c'est bien, en C'est fait, de... malheureusement la nature humaine qui est comme ça. Mm. Et ça nous dessert parfois. Ça sert dans certains cas, ça dessert dans les autres. Je suis d'accord. Ce qui est magnifique de l'autre côté et l'autre côté de cette médaille, c'est ce que je vois en Ukraine, y compris mes parents, que les gens apprennent à vivre malgré tout et Ouais, trouvent des moments heureux et se retrouvent ensemble, et fêtent ce qu'il y a à fêter. Chaque moment devient encore plus précieux. ça, c'est fou. Et ça, c'est l'autre côté de cette médaille que je trouve magnifiquement beau. Et ça, Ouais. celui-ci, une partie humaine. C'est juste, c'est quelque chose qu'on a dans Mm. tous les êtres humains. Ouais, je suis d'accord. Ça fait l'écho avec ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, de être capable de voir toutes les pensées, tu vois, de se rendre compte du moment présent, quoi, finalement. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Écoute, on peut attaquer la dernière partie si tu veux. Là, l'idée, c'est Allez. d'attaquer avec des parties qui sont, enfin, des questions qui sont assez rapides, d'être assez synthétique dans la réponse. Et comme ça, bah, tu vois, tu vas pouvoir nous donner des aperçus. Donc, la dernière question, c'est une liste de questions. OK. Là, c'est ça, exactement. La dernière question, c'est une liste de questions, mais plutôt rapide, a priori, tu verras. Allez, je fais mon mieux. Projette-nous, c'est quoi les choses que tu fais dans les 2 premières heures de la journée, en général? C'est simple. J'essaie de ne pas toucher le téléphone, et je vais un peu méditer. 10 à 30 minutes, je ferai un peu de yoga, de respiration. Donc, ma petite pratique, petit déjeuner toujours, douche en fonction de la journée, de l'intensité de ma pratique. Et c'est que après que je vais avec le téléphone, voir l'ordinateur. Ok. Tu dors combien d'heures par nuit? J'essaie de dormir 7-8 heures. J'avais appris pendant des années de dormir 4, 5, 6, mais j'ai vu l'impact que ça a sur ma performance et sur mon bien-être. Aujourd'hui, j'essaie de dormir 7-8 heures. Ok. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? De pas dormir suffisamment. Ok. C'est quoi ton rapport au jeu, à l'amusement? Ah, honnêtement, j'aime beaucoup, mais surtout les jeux d'équipe, des gens, parce que pour moi, c'est l'interaction. Par contre, il y a certains jeux, par exemple, jeux vidéo qui peuvent être prendre trop absorbantes, Ouais. comme des séries, comme Netflix. Et ça, Ok. j'aime pas, parce que là, ça, je trouve comme une chewing gum. Tu commences, t'as du mal à t'arrêter. En fin de t'arrêter, t'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose du bien et tu te sens pas bien. Par contre, Ok. le jeu d'amusement d'équipe, d'amis, ça, j'adore. Ok. T'étais comment quand t'étais enfant? Curieux, très énergique, un peu fou. Ouais. Tu dirais que tu as eu une éducation comment par tes parents? Alors, on a eu des relations amicales avec mes parents. Je les sentais plus amis que autorité. Et ça m'a Ok. énormément servi. Et ça me sert aujourd'hui. On a toujours des relations avec amicales. Je vois ça comme un gros avantage. Je vois pas d'autres amis qui n'avaient pas ces relations. Je vois les différences que ça fait. Ah, je suis d'accord. Moi, c'était exactement pareil. C'est quoi la... Ça vaut de l'or. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est quoi la question que tu aimes poser quand tu rencontres quelqu'un? Hmm. J'ai une nouvelle. Depuis peu de temps, je commence à poser la question, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Ok. Depuis, je t'ai raconté une petite histoire. Désolé, c'est pas une réponse très Ouais, courte. Tu t'inquiète, pas de couperas si problème. tu veux. Mais c'était il y a Non, un an, un peu t'inquiète. plus. À Bali, j'étais dans un petit resto. Je suis allé au petit déjeuner. Donc, j'étais seul. C'est un petit, ils appellent ça warung. Ok. Et il y avait une femme uniquement qui travaillait, la propriétaire. Et du coup, on a commencé à parler avec elle. On parlait peu, parce elle parlait peu anglais, mais suffisamment pour qu'on puisse avoir une conversation. Et il me pose la question justement, comment tu te sens? How do you feel? Et j'étais un peu surpris par cette question, genre, ouais, je sais pas, fatigué, curieux de découvrir ce qu'elle a ici, mais j'étais vraiment pas habitué à cette question. Je lui rends Hmm. la même. Comment tu te sens? Sa réponse m'a étonné. Il m'a dit, je me sens heureuse. Et c'était tout. Il m'a dit juste, je me sens heureux. I feel happy, I feel happiness. Et j'étais bluffé. Et du coup, souvent maintenant, j'essaie de comprendre qui sont les gens
qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'il y a dans leur trip, plus que qu'est-ce qu'ils font, ce qui était ma Ok, question standard avant. c'est marrant. Je trouve, pour le coup, moi, je suis allé à Bali à la sortie du confinement et effectivement, Mhm. la culture là-bas est justement ce qu'on disait tout à l'heure, hyper simple. Tu vois, ils arrivent à être heureux avec très peu de choses et c'est un magnifique apprentissage, je trouve, honnêtement. Ouais. C'est très inspirant. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 euros? Ah, ah non, j'ai du mal à dire. Non, désolé, j'ai du mal à dire. Ok, Il n'y a rien qui me vient comme ça spontanément. ok, pas de problème. Et, est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Les deux. Hmm. Faut choisir. J'ai envie de dire que je préfère gagner. Je suis pas 100% sûr que ce soit une réponse honnête. Mais j'espère que ça soit ça. Pour être, en gros, t'as 80, je pense 95% des gens qui interviennent sur le podcast qui détestent perdre. Pour info. Donc, on Bah, tu gardera ta vois, réponse gagnée, mais c'est clairement, je déteste perdre, mais ouais, j'essaie consciemment changer mes motivations. Parce que perdre, ça veut dire apprendre, ça veut dire accepter. Là, ouais, par bien sûr. exemple, tu vois, avec mon expérience avec les ventes de l'anti-café, j'ai clairement perdu. Mais quand j'en ai Ouais. accepté, ça m'a rendu beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Donc, parfois, pouvoir accepter perdre pour gagner ailleurs vaut énormément. Mais je suis en train Hmm. d'apprendre. C'est pour ça que je te dis que j'espère. Ok. Ok. Moi aussi, mais je crois que je suis toujours pareil. Je déteste perdre. Et dernière question, Léonide, c'est quoi ton idée contrariane, tu vois, qui va à contre-courant de la société? Ah oui, tu m'as dit que tu m'allais poser cette question et elle est dure, elle est toujours Elle est très dure. dure. Je pense qu'anciennement, c'est ce qu'on discutait avec toi, c'est ce côté d'intuition Ouais. euh, qui ne va pas dans le contre-courant complètement, mais qui est con- contre-courant de Startup Nation. On n'apprend pas ça dans les Hmm. écoles de business, dans notre milieu. Ouais. Et je trouve ça hyper puissant. Il y a une autre conviction que je vois dernièrement qui m'inquiète. C'est beaucoup plus géopolitique et beaucoup plus large. Mhm. C'est que j'ai peur que les gens ne voient pas la beauté du monde dans lequel on vit, la beauté de la société dans laquelle on vit, que ce Ouais. soit une société française, canadienne ou tu es américain. Elle a des problèmes, c'est pas idéal. Il y a des gens qui vivent des vies dures. Mais on n'a jamais vu dans le monde, on n'a jamais vécu dans le monde aussi bien, aussi riche, aussi Ouais. disponible. Les rois ne vivaient pas aussi bien que 99, je pense, pour cent de Français aujourd'hui. Même s'il y a la guerre chez moi, dans mon pays, dans ma ville, le monde n'a jamais été aussi en paix dans sa globalité. Il n'a jamais été aussi peu de gens euh, qui n'ont rien mangé, qui sont dans la pauvreté. Il n'y avait jamais aussi peu. Et pour autant, on le voit pas. J'ai peur que à cette ignorance et à cause de aussi populistes, des politiciens qui sont malhonnêtes et qui poussent leurs intérêts personnels, qui mentent, vraiment, qui mentent à mes yeux, que nous oublie cela et que par quelques décisions très simples, très faciles, on perd cela. Hmm. Je pense que le monde dans lequel on vit, il est fragile, il a été construit par les hommes et femmes magnifiques, qui ça vaut grandement le coup pour se battre pour cela, mais se battre, j'espère pas physiquement, pour le préserver, et j'ai peur que les gens l'apprécient pas suffisamment. Bah, merci pour ça. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Je sais pas si tu as déjà lu le livre Factfulness. Je le recommande. Moi, Non. c'est le livre que je recommande le plus. Lis-le, tu vas Mhm. adorer, je pense. Parce que, effectivement, en fait, bon, il y a des intérêts par les médias, notamment tu vois, de driver les attentions sur le négatif. En fait, il y a tellement de choses positives qui se passent dans le monde. Et Ouais. forcément, on parle de catastrophes écologiques, on parle de beaucoup de choses très, très négatives. Mais en fait, on ne se rend pas compte d'à quel point le monde est effectivement en paix. Le niveau d'éducation, notamment des jeunes femmes, n'a jamais été Ouais. aussi élevé. Ouais. Il y a de moins en moins de personnes qui meurent de sous-alimentation. Enfin bref, il y a plein Ouais. de choses extrêmement positives qui se passent et c'est hyper important qu'on en prenne conscience en fait aujourd'hui, je pense. Enfin Et voilà. qu'on fasse tout notre possible pour le protéger, Ouais, pour le exact. maintenir, pour le développer. Et bien évidemment, pour les autres, les problèmes, il y en a. Bien sûr. Ah oui, il y en a, c'est sûr, mais
Pour autant, faut être capable de voir les deux côtés de la pièce, je pense. Exact. Merci beaucoup, Léonie. C'était super cette interview. J'ai trop aimé. C'était Merci à trop bien. toi. J'espère que les auditeurs ont autant apprécié. J'en suis certain. Où est-ce J'espère qu'ils qu'on... vont pas nous retrouver trop fous. Mais c'est clair, merci c'est beaucoup, clair. c'était très Je pense agréable. pas. Mais merci à toi en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de t'envoyer des messages d'amour, par exemple? LinkedIn est le mieux, sinon Instagram, je l'utilise beaucoup moins. Ok, ça marche. Bon, plutôt LinkedIn, Leonid du coup. Goncharov, et je Trop suis. cool. Chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de plein de choses, évidemment, de l'équipe vie pro, vie perso, des leçons de l'Anticafé. On a parlé de différents sujets, tu vois. T'as même l'Ukraine, est-ce qu'on vit avec ça. Et on a parlé d'autres sujets un peu plus ésotériques, comme la méditation, Ouais. comme la méditation en silence, les expériences de 10 jours en silence. Bref, c'était un épisode que je pense extrêmement riche et qui finit sur une note très positive. Moi, j'ai adoré ce moment. J'espère que vous aussi. Envoyez des messages à Léonide. Je pense que, notamment des messages d'amour, parce que c'est quelqu'un de très positif et moi, j'ai adoré l'échange. Merci Léonide encore une fois. Je te souhaite une excellente journée. Mes chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. C'était PE. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.